Je demande donc à Emma Kos, présidente de l'USH, ancienne ministre, de nous rejoindre. Normalement, il y a une petite musique qui accompagne à chaque fois, mais on n'est pas obligé non plus de danser. À Myriam El Khomri, également ancienne ministre, présidente du conseil de surveillance de CDC Habitat. Et enfin, Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement, de nous rejoindre. Donc nous avons là trois personnalités évidemment très importantes dans ce secteur, très structurantes dans le monde du logement, donc vous les connaissez toutes les trois. Je leur ai proposé de répondre chacune à 4 questions. Et on va commencer par la première, c'est-à-dire ce que font ces 3 organismes, l'USH évidemment en tout premier lieu, qui fédère l'ensemble des bailleurs sociaux, Action Logement et CDC Habitat, également sur l'adaptation des logements au vieillissement. Je vous rappelle, ça sera redit tout au long de la journée, mais aujourd'hui, 25-26% des locataires du parc HLM ont 65 ans et plus. Et donc, on a évidemment un chiffre qui ne cesse de croître d'année en année et des bailleurs sociaux qui en ont pris conscience et qui mènent un certain nombre d'actions. Donc, peut-être un premier round autour de cette question de l'adaptation des logements. Que font les 3 actrices que nous avons devant nous sur cette question-là? Je passe la parole peut-être en premier lieu à Emma Kos. Il y a besoin de rien toucher, ça marche tout seul. Bonjour à toutes et à tous. Tu sais, en 2011, j'ai fait un meeting politique où je représentais une candidate à la présidentielle pour parler du logement, où il y avait, à l'époque, tout ça était plein. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous dire qu'il fut une période où on parlait du logement comme un des enjeux essentiels d'une campagne présidentielle. Et j'espère que ça reviendra. Avant peut-être de parler de l'adaptation, je pense qu'il faut avoir conscience de qu'est-ce que représentent les seniors dans le parc social en général. Parce que, en fait, nous, on a tous les critères qu'on retrouve, on a tous les mêmes indicateurs dans la population générale, sauf qu'ils sont beaucoup plus accentués. Donc déjà, on a en gros à peu près 30% de nos locataires qui sont déjà des seniors. Et ce qui m'importe plus, c'est de vous dire qu'il y a quand même 10% de nos locataires qui ont plus de 74 ans. Je parle de locataires qui vivent dans le logement familial. On a évidemment du logement spécialisé, aussi des EHPAD, mais là, je parle vraiment du logement familial classique. Et donc, c'est déjà aussi un signe qu'une grande partie de nos locataires vivront jusqu'à la fin de leur vie, certainement, chez nous, dans nos murs. Et donc, ça pose évidemment des questions d'adaptation. Ensuite, un autre indicateur qui me semble essentiel, c'est la question des revenus. Parce que s'ils sont restés locataires HLM, c'est aussi que leur revenu leur a parfois pas permis d'être autre chose que locataire HLM, même si 3/4 des Français ont les revenus pour entrer dans le logement social. Aujourd'hui, on a quand même plus de 25% de nos locataires seniors qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est beaucoup plus que dans la population générale, hein, c'est plus que le double. Et donc, ça veut dire aussi que pour ces publics-là, quelles que soient les solutions d'adaptation ou d'offres de logement qu'on pourrait leur offrir, la question du coût, du revenu et en fait du loyer plus charge est absolument essentielle. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on ne manque pas d'offres de logement adaptés pour les seniors au niveau national, on manque d'un parc adapté à leurs revenus. Moi, je le dis très franchement, on peut trouver toutes les solutions qu'il faut, mais à des niveaux de loyer qui, en fait, sont impossibles pour une grande partie de la population. Et donc, il faut bien trouver des modèles économiques qui permettent de le faire. Et évidemment, c'est l'enjeu du logement social. Alors, sur l'adaptation, on peut dire après, que ce soit Myriam ou Nadia, elles auront des chiffres très précis par organisme. Moi, c'est très compliqué aujourd'hui, en fait, de vous dire juste ce que vont faire les bailleurs sur ce sujet-là, parce qu'en fait, quand on fait de l'adaptation sur les logements, en fait, on fait beaucoup d'autres choses. Ce que l'on voit quand même, d'une part, c'est que, les bailleurs ont la capacité, par des exonérations de taxes fiscales, de financer des travaux d'adaptation, d'une part, à la demande. Et la vraie question, c'est d'être capable de les faire dans un délai raisonnable. Quand je dis raisonnable, c'est qu'il faut être capable de traiter ça dans quelques mois. En tout cas, aujourd'hui, on a dans ces adaptations de taxes fiscales locales, la TFPB, des capacités à adapter. Ça, c'est la première chose.
La seconde, c'est par contre, est-ce qu'on est capable d'offrir des logements adaptés à tous les seniors, et notamment en question pour les logements qui, par exemple, n'auraient pas d'ascenseur si on estime que c'est nécessaire, d'adapter des logements avec, par exemple, des volets qui sont électrifiés, enfin tout ce genre de choses. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a quand même un parc HLM qui est en fait constitué depuis, on va dire, qui a en général plus de 50 ans, donc en fait qui est aussi sur des normes très différentes. Et la vraie question, elle va être là, c'est d'adapter tout le parc ancien, notamment la taille des toilettes, la taille des salles de bain, et y compris les parties communes, sur des personnes qui ont de la mobilité réduite. Alors nous, notre credo, et c'est pas pour se défausser, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance plus vite, c'est plutôt de dire qu'il faut qu'on adapte l'ensemble des logements, non pas pour les seniors, mais qu'on adapte des logements pour l'ensemble des publics qui ont à un moment des difficultés. Parce qu'en fait, ce qu'on fait sur les seniors, franchement, c'est utile à beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas seniors. Que ce soit la question des largeurs de couloirs, des portes palières, qui est à mon avis le sujet le plus emmerdant pour les bailleurs sociaux, car quand vous avez plus de 5 millions de logements, changez l'ensemble des portes palières. Mais en fait, c'est ça le sujet essentiel, c'est des portes trop lourdes qu'aujourd'hui nos publics ne peuvent pas utiliser. Et après, il y a une question sur, je pense, les standards de qualité. Alors, beaucoup de bailleurs ont développé des labels internes, du bien vieillir, du bien vivre avec ses seniors, enfin il y a plein de noms différents, du bien habiter, qui en fait vise à essayer de standardiser l'ensemble d'équipements dans la réhabilitation, dans le neuf, pour permettre de répondre à ces questions-là. Néanmoins, je dois vous le dire, nous n'avons aucune aide spécifique nationale sur le sujet. On bénéficie d'une exonération de taxes fiscales, mais nous ne sommes pas du tout fléchés dans les programmes nationaux, même si nous bénéficions, et je leur en remercie, d'une convention nationale avec la CNAV, et qui, notamment avec les différentes CARSAT, nous permettent de financer très bien des travaux de réhabilitation sur des très gros programmes. Et d'ailleurs, tous les 2 ans, au congrès HLM, et cette année en septembre à Paris, ça sera le cas, nous remettons des prix sur ces questions-là. Donc, c'est une activité qui est essentielle, qui n'est pas trop mise en avant par les bailleurs. Mais ça va changer, enfin ça doit changer, tout simplement parce qu'on a un tel virage domiciliaire à accueillir qu'il faut absolument en fait qu'on arrive à massifier ces choses-là, et y compris que l'ensemble des organismes HLM aient les moyens de le faire, qu'ils soient très gros ou tout petits, et qu'ils aient en fait la compétence pour répondre à ces besoins. Merci Emma. Myriam El Khomri, peut-être sur ce même sujet de l'adaptation des logements, comment CDC Habitat pense ce sujet-là? Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravie d'être là. J'ai plus l'habitude des assises de l'aide à domicile que des assises de l'habitat, parce que j'ai le plaisir de retrouver Olivier Richefou et beaucoup d'autres élus, notamment sur la question du bien vieillir, et je suis ravie de représenter CDC Habitat ici aujourd'hui. Alors, c'est un peu dans le même sens que ce que vient de dire Emma, c'est-à-dire CDC Habitat est un opérateur global d'habitat d'intérêt public, gère à peu près 560 000 logements. Dans ces 500, dont 80% de logements sociaux. S'agissant des logements sociaux, évidemment, il y a aujourd'hui une augmentation du public au-delà de 65 ans. Et si on regarde la question du logement adapté ou accessible aux personnes âgées, aujourd'hui, au sein de CDC Habitat, on est autour de 61 000 logements accessibles aux personnes âgées, donc des logements familiaux ordinaires qui sont adaptés ou spécifiques. Et je pense qu'on viendra aussi sur les solutions nouvelles ou sur les expérimentations qui peuvent être mises en œuvre. La question de l'adaptation du logement, elle se pose évidemment, elle se pose avec à la fois, je pense qu'avant d'aller sur l'adaptation du logement, il me semble important de rappeler que les attentes du public sont évidemment l'adaptation du logement, mais c'est aussi la vie sur un territoire, le lien social qu'il peut y avoir sur ce territoire, et puis, comme l'a dit Emma, la question d'un logement abordable. Et ça, c'est évidemment les 3 composantes qui nous préoccupent. Donc, comment nous faisons s'agissant de l'adaptabilité? Alors, on a des territoires spécifiques. Si je prends par exemple le bassin minier lorrain, avec la Sainte-Barbe, où là, il y a eu une politique formalisée
d'adaptation selon le niveau de perte d'autonomie. Et ça, c'est à la demande des locataires. Donc, il y a un travail avec plusieurs niveaux, selon le niveau de perte d'autonomie, qui peuvent être mis en place. Et donc, bon, ça va du receveur de douche ultra plat, la poignée. Enfin, voilà, on rentre dans des choses extrêmement concrètes jusqu'à l'intervention d'un ergothérapeute qui est extrêmement importante. Et j'ai vu que les différents stands mettaient aussi cela en exergue. Le sujet aujourd'hui, c'est, nous, on a fait un point stratégique au sein de CDC Habitat. Le conseil de surveillance a fait une journée, un séminaire stratégique en février dernier, avec un sujet clé qui était celui du vieillissement de la population au sein du parc de CDC Habitat. Pourquoi ? Parce que il faut que dans les plans stratégiques de patrimoine, eu égard justement au vieillissement de la population, il faut vraiment que dans l'ensemble des plans stratégiques de patrimoine, nous le prenons en compte. Voilà, ce n'est pas qu'à la demande des locataires ou sur demande des gardiens, c'est véritablement une politique aujourd'hui qui doit être implémentée dans l'ensemble des 560 000, dans notre réflexion vraiment de tout notre patrimoine. Ça, c'est le premier point. Après, il y a évidemment les demandes à la demande des locataires, type Sainte-Barbe, mais pas que Sainte-Barbe, je pense à La Réunion. L'outre-mer est évidemment un sujet aussi où le vieillissement de la population se pose. Et puis après, il y a comment on mobilise et on consolide les financements. Ça, c'est un point clé. Alors, et maladie, il y a l'exonération de la TFPB, enfin le dégrèvement de la TFPB. Voilà, les aides directes aux locataires, la question de la prime Adapt se pose évidemment. Et tout ça contribue véritablement à améliorer ça. Après, il y a toutes les solutions hautes qui peuvent être décidées sur le territoire. Il y a eu le rapport Pifto, qu'on connaît tous, où il y a plein de solutions nouvelles qui émergent. Et ces solutions nouvelles, elles sont importantes parce qu'elles allient bien souvent une autre question clé pour notamment pour travailler, pour maintenir l'autonomie de la personne le plus longtemps possible. Et tu parlais de virage domiciliaire. Un autre élément clé, c'est les personnes qui travaillent en direction du public âgé. Et je crois que les solutions nouvelles qui sont en train d'émerger essaient d'allier justement une plus grande facilité d'intervention des aides à domicile, un maillage territorial, parce que ça doit se faire pour moi clairement dans les territoires avec les élus locaux. Donc c'est comment on va concilier notamment moins de temps de transport pour des aides à domicile par exemple et un meilleur service. Donc on y reviendra sans doute, mais au-delà de l'adaptation et du rôle qui nous incombe et d'avoir une vraie vision stratégique de cette question-là, de notre public personnes âgées au sein du logement de l'habitat social ou de l'habitat général, je pense qu'il y a aussi l'émergence de solutions nouvelles qui allient ces deux réalités-là et qui sont nécessaires. On y arrivera juste après, mais on va écouter Nadia Bouillet, directrice d'Action Logement. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors je ne vais pas paraphraser mes voisines, mais je me retrouve complètement dans vos propos. Action Logement, donc vous le savez, on est un groupe paritaire et notre vocation, c'est le logement des salariés pour faciliter leur emploi. Et les salariés, une fois qu'ils vieillissent, il faut aussi s'occuper des salariés. Et donc notre rôle, c'est aussi de les accompagner tout au long de leur vie. Et donc on a cet enjeu très très fort de continuer à apporter ce service à nos locataires. Donc on a un parc avec nos filiales d'1 200 000 logements, ce qui permet de loger plus de 2 millions de personnes. Et comme Emmanuel Cos l'a dit, 10% d'entre eux ont plus de 74 ans, un quart plus de 65 ans. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que 61% des plus de 65 ans, ils vivent seuls. Donc ce sont des personnes qui sont seules dans leur logement et souvent d'ailleurs des logements qui sont un peu grands et donc avec un enjeu aussi de pouvoir évidemment les adapter, mais peut-être aussi les accompagner vers des logements mieux adaptés quand ce n'est pas possible de les adapter. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Action Logement ? On s'est doté vraiment d'une stratégie et d'outils très très opérationnels avec en premier lieu Enéal, vous citiez notre filiale, donc Enéal qui est vraiment le chef de fil pour Action Logement de cette politique senior, qui lui-même est une foncière médico-sociale, donc a le savoir-faire sur tout ce qui est logement adaptation, enfin logements médico-sociaux, mais logements adaptés, mais aussi porte cette politique d'adaptation de notre parc pour l'ensemble du groupe. Donc
Je veux saluer leur travail et puis vous les entendrez tout à l'heure, mais il y a cet enjeu d'offrir des logements de qualité pour les seniors, mais aussi de pouvoir donc se doter de cahiers des charges communs, de référentiels. Qu'est-ce que c'est qu'un logement adapté? Donc toutes nos filiales, elles parlent le même langage. Donc ça, c'est quand même important de voir où on en est en termes de référentiels techniques, d'embarquer dans des rénovations cette question de l'adaptation de façon systématique. Donc il y a tout un volet technique dans ce travail qui est fait au sein des filiales d'Action Logement. Et puis, il y a un volet vraiment serviciel et qui va aller vers les personnes. Donc, on déploie beaucoup de partenariats parce que ça, ce n'est pas nous qui le faisons en direct. Ce sont des partenaires qui travaillent avec nous pour apporter ces services complémentaires aux locataires. Et d'ailleurs, c'est une demande forte de pouvoir avoir ces services. Donc on accompagne aussi là-dessus grâce à ces partenariats. Et puis la notion de parcours client, c'est-à-dire une personne qui a besoin d'adapter son logement, effectivement des engagements de lui répondre dans des délais qui soient bons pour pouvoir, parce que souvent on ne peut pas attendre plusieurs mois quand il y a cette nécessité qui apparaît. Donc il y a un engagement de qualité de service, mais aussi de pouvoir accompagner les locataires quand ils ont besoin de changer de logement avec cet enjeu effectivement du pouvoir d'achat, puisqu'on a des locataires qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et quand ils sont dans des grands logements, quelque part, ils payent un loyer sans doute un peu plus important que ce qu'ils devraient. Et donc réussir à avoir des logements plus adaptés, plus petits, moins chers. Donc ça, c'est un enjeu très fort. C'est le fameux, pour la technique hall, donc des Calais Hall, c'est-à-dire accompagner les parcours résidentiels des seniors. Et on se dote aussi d'outils pour ça. On forme nos équipes, je vous parlais de la technique, mais aussi sur ces accompagnements-là. Un exemple qu'on est en train de déployer avec nos filiales, c'est de regarder tous nos bâtiments, donc l'ensemble des bâtiments de notre parc d'1 200 000 logements, et de regarder s'ils sont dans des territoires où quelque part il fait bon vieillir. Alors avec 4 niveaux, est-ce qu'on a un accès proche du bâtiment de services de soins, de pharmacie, de commerce, et en fait tout cet environnement, il compte tout autant que l'adaptation du logement lui-même et du bâtiment lui-même. Donc c'est ce multicritère qui permet de déployer ensuite des services vraiment personnalisés et un accompagnement pour ces personnes âgées. Et dans l'accompagnement, dans nos équipes, on a des équipes qui font de l'accompagnement social et donc qui vont pouvoir regarder vraiment au cas par cas, mais aussi faire en sorte que ces locataires ils fassent valoir leurs droits, parce que c'est pas toujours évident de savoir qu'on a le droit à telle et telle aide externe. Donc on a ce travail-là qui est fait avec une approche d'un côté technique et puis de l'autre serviciel. Merci beaucoup Nadia. Votre intervention, elle montre bien aussi tout le progrès qui a été fait au sein de vos organismes il y a 10-15 ans, et vous le savez mieux que quiconque, la sensibilisation des bailleurs sociaux autour du vieillissement des locataires n'était pas aussi important que c'est aujourd'hui, et il faut saluer vraiment l'effort que tous vous avez fait dans vos organismes différents et dont vous témoignez ce matin, mais pour souligner aussi que la prise de conscience a été très forte depuis maintenant une décennie. Alors il y a une autre prise de conscience, c'est que parfois, pour vieillir chez soi, il faudra changer de chez soi. Et que l'adaptation des logements, vous l'avez indiqué, est un des grands chantiers des bailleurs sociaux et au-delà, mais qu'à un moment donné, effectivement, un certain nombre de nos concitoyens, et j'allais presque dire surtout de nos concitoyennes, ne peuvent plus rester dans leur domicile historique et veulent trouver de nouvelles solutions. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'était, à l'USH d'abord, et puis dans ACDC Habitat, et puis Action Logement, quelles actions vous avez commencé, quelle réflexion d'abord, et puis quelles actions concrètes vous avez mises en place pour commencer à développer ces nouveaux types de logements, résidence autonomie, résidence service, habitat inclusif, enfin il y a plein de solutions, résidence intergénérationnelle, je sais que beaucoup en avaient mis en place. Donc quelles réflexions et quelles actions autour de ces nouvelles formes de logement? Alors, la première chose qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est qu'en fait, ce qu'on développe aujourd'hui, il ne s'adresse pas qu'à nos locataires seniors, mais il s'adresse à des seniors en global et des futurs seniors. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, par exemple, dans les attributions de logements sociaux, on a 15% de nos attributions qui sont attribuées à quelqu'un qui a 60 ans ou plus.
Et nous voyons une augmentation très forte de demandeurs de logement social pour la première fois qui ont plus de 60 ans. C'est-à-dire des personnes qui anticipent le moment de la retraite et donc une perte de revenus pour arriver dans du parc locatif abordable. Ce qui montre aussi que la question des revenus reste quand même un enjeu sur la stratégie. La seconde chose, et ça a été dit tout à l'heure par Nadia, avant même de parler du logement accompagné, on a un problème de mutation du parc social en général. Et ça, ce n'est pas non plus que lié pour la question des seniors, mais simplement les seniors comme en fait, les gens plus jeunes vivent seuls. Et ça, c'est quelque chose qui, en 5 ans, a complètement changé la donne pour les bailleurs sociaux, puisqu'aujourd'hui, le ménage demandeur prioritaire, enfin en premier de logement social, c'est une personne seule. Et le second ménage qui rentre dans les catégories, c'est une personne seule avec un enfant. Quand j'additionne ces deux secteurs, ça fait 65% de la demande HLM. C'est-à-dire que, même si nous n'allons pas faire que des studios, je le dis tout de suite, la question est qu'en fait, on doit maintenant offrir un parc de logement qui est autour de 2 à 3 pièces, alors qu'il est majoritairement de 4 à 5 pièces aujourd'hui. Et donc la question déjà de l'adaptation de l'ensemble de ces logements anciens, bien situés, mais qui en fait correspondent à des formes de famille qui n'existent plus, va être essentiel. Et ça permet déjà dans certains programmes, au-delà de ramener par exemple des ascenseurs et des cuisines et des salles de bain dignes de ce nom, c'est aussi en fait de pouvoir justement, dans le cadre de très grosses structurations, offrir des bâtis qui sont adaptés. Mais après, il y a en effet la question du logement accompagné. Le logement accompagné, ça va donc de la résidence autonomie, la résidence intergénérationnelle, évidemment les EHPAD, même si là on est vraiment sur la partie vraiment dépendance. Ce logement accompagné, aujourd'hui pour les bailleurs sociaux, c'est un vrai secteur de développement, même si en réalité il n'y a pas beaucoup en fait, de bailleurs qui sont spécialistes dans ces questions-là. Beaucoup d'élus ont du mal encore à connaître ce côté-là du logement social. Pour dire les choses franchement, ils connaissent très bien les résidences senior service au loyer privé, ils connaissent beaucoup moins les résidences autonomie, qui sont en fait des résidences, certes, qui ne donnent pas les mêmes services, mais qui par contre amènent des loyers sociaux pour des offres de logements autour de 2 pièces, où les personnes sont chez elles, c'est leur domicile, mais elles sont dans des structures où d'une part, il y a continuellement du personnel. Elles peuvent se faire porter les repas, mais elles peuvent aussi déjeuner dans la résidence ou dîner. Il y a des activités, donc il y a un accompagnement social. Partout aujourd'hui, on fait des résidences autonomie, ça fonctionne très bien. C'est un vrai accompagnement à des publics qui ne sont pas dépendants, mais qui n'ont pas obligatoirement envie d'être seuls. Et nous, ce qu'on voit aussi, c'est des personnes qui veulent revenir dans des centres urbains, même des petits centres urbains, mais qui veulent quitter l'habitat pavillonnaire individuel qui nécessite une voiture. Ça, c'est quelque chose que l'on voit énormément. Et donc, on a quand même beaucoup de demandes d'implantation de ce type de résidence, notamment pour de la ville moyenne, des offres en centre-ville, et pour reprendre ce que disait Nadia, pour être à proximité en fait, de services de soins, mais pas que, de pouvoir faire ses courses à pied. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que l'on voit beaucoup dans la demande de nos locataires. C'est aussi pour ça, parce qu'en effet, il y a de la sous-occupation dans le logement social, qui est liée à l'histoire du peuplement du logement social et de personnes qui ont vécu dans des grands logements avec leurs enfants et leurs conjoints et qui aujourd'hui sont seuls. Mais c'est aussi pour ça que même si certains stigmatisent la sous-occupation avec l'idée que ces seniors prendraient la place de quelqu'un d'autre, en tant que bailleur, il est hors de question de déménager nos seniors pour répondre à un enjeu Parce qu'il y a des endroits où on sait que si les déménager, c'est les couper de tout. Et il faut bien comprendre qu'on ne va pas juste regarder si on récupère un grand logement de 5 pièces avec beaucoup de loyers versus on a réduit la sous-occupation. La question, c'est est-ce qu'on propose quelque chose qui est intéressant, équivalent, voire mieux pour un senior qui aurait des besoins particuliers. L'autre chose que je voulais vous dire sur le logement accompagné, qui pour moi est vraiment un segment de développement essentiel, et en plus ça marche, parce qu'il y a par ailleurs du logement accompagné dans la très grande précarité, et on voit quand même qu'on peut, quand on offre ça à des personnes qui sortent de la rue, il y a vraiment une prise en charge importante. Mais je veux aussi parler quand même des troubles psychiques et psychotiques, parce que ça arrive aussi aux seniors. On a des résidences accueil, donc avec un volet, au-delà du logement social, c'est un volet soins qui est prévu avec l'ARS.
On a beaucoup de problèmes de Diogène dans le logement social et qui touchent beaucoup de seniors. Et aujourd'hui, l'offre de logement accompagné, donc, ça reste quand même quelque chose qui permet à des personnes de retrouver des parcours de soins. Parce que le logement accompagné, on n'est pas seul en fait. On est chez soi, mais accompagné par du personnel, et ça change un peu la donne. Le modèle économique pour le logement social de ces structures, il est totalement... on va rester... Voilà. Enfin, je veux dire, il faut le faire, on le fait, mais en fait, il mériterait peut-être d'être un peu mieux boosté pour qu'en plus ça tourne mieux. Néanmoins, c'est important. L'autre chose que je voulais vous dire quand même, c'est sur l'habitat inclusif, qui a été mis un peu en avant au moment de la loi Elan. On s'est rendu compte que les bailleurs sociaux avaient développé 60% de l'offre d'habitat inclusif depuis que ça a été lancé. Donc, il y a un enjeu pour qu'elle soit massifiée, très clairement. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai demandé à Jacques Wolfrom, je lui ai fait donner une mission au nom de l'USH pour essayer un peu de faire de la pub et d'aller voir l'ensemble des organismes pour rappeler les éléments. Mais c'est très important. Dernier sujet que je voulais vous dire, c'est qu'en termes de développement, il faut absolument qu'on arrive à faire de l'offre donc spécifique accompagnée dans les quartiers en politique de la ville. Je sais que la directrice de l'ANRU sera là cet après-midi, mais ça, sur ces 6 millions de personnes qui vivent en QPV, aujourd'hui, ces personnes-là sont majoritairement seniors. Évidemment qu'il y a une très forte jeunesse par ailleurs dans ces quartiers, mais il y a aussi beaucoup de seniors. Et dans ces quartiers, c'est le désert total de l'offre de services, tant en habitat qu'en soutien. Et donc, ça me semble essentiel de pouvoir aussi regarder en termes de cibles géographiques où est-ce qu'on doit implanter des opérations spécifiques. Merci Emma. J'en profite pour saluer devant toi le travail qu'on a fait avec Catherine Vogelaisen, qui à l'USH s'occupe des questions de vieillissement, et je veux la saluer, je sais qu'elle est là, et pour l'aide qu'elle nous a apportée pour cette journée. Saluer également, chère Myriam, mais tu ne l'as pas fait exprès, mais il se trouve que quand tu as parlé du rapport Pifto, tu ne savais peut-être pas que Denis Pifto est dans cette salle. Donc je veux le saluer, on le verra tout à l'heure, celui qui, avec Jacques Wolfrom, justement, a pensé la question de l'habitat inclusif dans ce pays. Myriam, à toi. Et je salue Madame Pravi de CDC Habitat aussi, j'en profite. Sur les solutions autres, c'était le sens de ta question. Je pense qu'on a la capacité, que ce soit l'USH, Action Logement ou CDC Habitat, on voit bien on doit être un moteur, on va dire, d'innovation sociale et sociétale, et qu'il y a aujourd'hui, et je l'ai vu moi de l'autre côté quand on travaillait sur l'attractivité des métiers, il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui sont extrêmement intéressantes et qu'il faut qu'en effet, nous arrivions à déployer des solutions nouvelles sur les parcours de vie entre 70 et 100 ans, ou même plus, même au-delà. Alors, il y a évidemment, s'agissant de CDC Habitat, il y a évidemment les résidences intergénérationnelles. Aujourd'hui, ça représente à peu près 38 résidences chez CDC Habitat pour un peu plus de 2500 logements. Alors, c'est des résidences non médicalisées, mais avec des logements adaptés. Et elles ont un projet social qui est construit avec CDC Habitat, les partenaires et les collectivités locales, évidemment. Et donc, lorsque les personnes âgées rentrent dans ces résidences-là, il y a évidemment une charte du bien vivre ensemble. Et c'est un sujet, par ailleurs, lorsque on renouvelle le locataire. Donc, c'est un élément véritablement central. Après, vous avez une sorte de gardien régisseur, j'ai envie de dire, sur place, qui est formé, qui est l'interlocuteur des partenaires. Et puis là, vous avez plusieurs modes de fonctionnement, gestion internalisée, enfin, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais comme l'a dit Emma, je pense que pour tous ces dispositifs, quand même, la prise en charge du coût des services reste un point crucial. Voilà. Et ça, il me semble que le rapport fait par Denis le pointait évidemment du doigt. Les papilofts, nous avons aujourd'hui 17 résidences pour 237 logements. On s'est d'ailleurs interrogé pourquoi ça ne s'appelait pas Mamiloft. Mais les papilofts se déploient aussi en plein centre-bourg, c'est ce que tu disais, Emma, et je crois que cette question-là, elle se pose aussi. Des logements de plein pied pour des personnes en perte d'autonomie, avec véritablement des espaces de convivialité. Vous connaissez cela.
Des résidences adaptées, à peu près 1000 logements côté CDC Habitat, donc des résidences sociales. Là, je vous parle de ce qui est en gestion directe. Et puis après, nous avons des résidences qui sont gérées par des tiers avec plusieurs dispositifs. Au-delà de ça, il y a le lien social. Et donc, il y a les résidences, les formes nouvelles, mais il y a aussi les projets qui peuvent être développés avec les associations, avec les acteurs du territoire, notamment les CCAS, qui peuvent être autour du développement de la culture, qui peuvent être autour évidemment de la lutte contre l'isolement, la lutte contre la fracture numérique. Enfin, voilà, tout ce qui. On gère pas que les besoins, on gère aussi les envies des personnes âgées. Je pense que c'est important et tout ça s'inscrit véritablement avec une ingénierie spécifique où le bailleur et les collectivités locales sont au centre de ce projet-là. Et puis, il y a eu, et moi je suis assez intéressée par ces nouvelles formes parce que pour moi, elles sont dans une symétrie un peu des attentions pour les locataires, mais aussi pour les collaborateurs, le personnel aidant. C'est les dispositifs d'habitat partagé et accompagné. Alors, quand je travaillais, on avait vu AGVI qui était développé par Clariane. Au sein de CDC Habitat, on travaille beaucoup. On a un partenariat aujourd'hui avec Domani. On va avoir des partenariats avec d'autres structures, vraisemblablement associatives également. Et donc là, c'est de proposer vraiment des alternatives au logement pour les personnes évidemment en situation de vieillissement, mais on est vraiment sur des lieux petits, à taille humaine, avec des espaces de vie partagés, des petites structures, des petits appartements, enfin des espaces personnels qui sont mis en place, mais une présence quotidienne d'intervenants. Et notamment, et pour certains qui vivent au-dessus, avec des maîtresses de maison, des aides à domicile, des aides-soignants. Alors, moi je crois beaucoup à ces dispositifs-là. Je crois beaucoup à ces dispositifs-là parce qu'ils allient moins de trajets pour les professionnels aussi. Et je pense que même dans la relation même entre les bailleurs sociaux et un territoire, on rêve tous finalement d'avoir des structures, par exemple des SAD, qui soient plus territorialisées et des plannings des aides à domicile qui peuvent être faits en intervenant dans tel ou tel immeuble et de façon un peu regroupée. Je pense qu'on a le droit de rêver à cela puisqu'aujourd'hui, on a un taux de précarité de ces travailleurs qui est de 19,2% quand la moyenne des salariés français est à 6%. Et on n'a que 30% aujourd'hui des territoires qui paient leurs indemnités kilométriques. Voilà. Donc, c'est une réalité. Donc, plus on facilitera l'intervention, la proximité, moins elles auront des horaires hachés dans la journée, des temps de trajet non rémunérés, et donc mieux intervenir finalement et moins courir. Et je pense que ça, c'est un élément déterminant aussi dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire dans le vieillissement de la population. Il y a aussi, je pense que la qualité de vie au travail des professionnels qui interviennent égale qualité du travail et donc égale prise en charge des personnes âgées. Donc, les dispositifs aujourd'hui, type AGVI, Domani et beaucoup d'autres, bien communs, sont pour moi vraiment des dispositifs extrêmement intéressants à suivre, faits évidemment avec les élus locaux, mais le fait qu'il y ait une présence quotidienne du personnel aidant et une prise en compte, puisque je parlais du taux de précarité, égale pouvoir d'achat faible, égale difficulté aussi pour elles de se loger. Je trouve que cette conciliation-là, c'est pour moi quand même un vrai modèle d'avenir. Merci, merci Myriam. Nadia. Alors, déjà, première chose à retenir, c'est que effectivement, les locataires du parc HLM senior, quand on fait des enquêtes pour savoir déjà s'ils considèrent que leur logement, on va pouvoir bien vieillir dedans, il y en a quand même la moitié qui sont un peu inquiets de ça.
Mais quand on leur demande s'ils seraient prêts à déménager, on en a 43% qui disent oui. Donc contrairement au parc privé où là on va être à ou plutôt autour de 30%. Donc on a plutôt des locataires qui, quand ils sont conscients que le bâtiment n'est pas adapté, le logement n'est pas adapté, sont plutôt demandeurs. Donc c'est l'enjeu de fabriquer cette offre qui est demandée. Et qu'est-ce qu'ils demandent? C'est cet habitat avec service, enfin, comme on l'appelle comme ça. Et pourquoi c'est super important ces résidences intergénérationnelles, résidences autonomie avec service? C'est que à côté de la résidence, il y a ces petits plus, il y a cette salle commune où on peut se retrouver et faire des activités ensemble. Et en fait, nous, on est convaincus que ce lien social, ça permet de rester plus longtemps chez soi en bonne santé. Ça veut dire que ça maintient aussi d'être en bonne santé et d'avoir un lien social. Donc c'est très important. C'est pas forcément une activité médicale qui est autour. Ça peut être des ateliers de bricolage. Et je vous donne des exemples que j'ai pu voir ou du jardinage qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est ça qu'on fabrique aujourd'hui et qu'on doit continuer à fabriquer. C'est des nouvelles résidences avec ce type de lieu où on peut se retrouver et faire des activités, ou dans nos quartiers, dans nos résidences. Recréer ce lien. Donc ça peut être en embarquant dans des rénovations. Là, j'ai un exemple en tête à Saint-Malo où c'était des grands logements plutôt T4 sur des bâtiments sans ascenseur. On a transformé ces T4 en T3, on a mis un ascenseur. Ça devient des bâtiments de centre-ville adaptés et un peu plus petits. Et ça s'est fait vraiment de façon vraiment en parfaite harmonie avec les habitants qui ont pu rester sur leur résidence dans des meilleures conditions. Ça, c'est des exemples très concrets. Et puis Emma a parlé des quartiers. Et c'est là aussi il y a un enjeu très fort d'arriver dans ces quartiers à mettre en place ce type de service. À La Réunion, on a fabriqué comme ça en pied d'immeuble une conciergerie sociale avec tout plein de petits travaux qu'on peut faire pour des personnes âgées. C'est en lien évidemment avec la commune, avec le département aussi pour pouvoir apporter ces services à domicile. Et nous, on croit beaucoup en fait à cette cohésion sociale qu'on peut faire, mais il faut des lieux pour ça. Donc dans la fabrication de ces logements, il faut des logements plus petits, mais surtout des logements où il y a ce service qui arrive et qu'on arrive à mettre en place. Et aujourd'hui, notre développement, il est vraiment axé sur ces résidences autonomie, résidences intergénérationnelles. Et dans l'intergénérationnel, on demande aussi aux familles, donc les seniors, ils viennent parce qu'il y a une partie pour les seniors, et les familles qui viennent, elles doivent adhérer au projet social. C'est presque une lettre de motivation de venir et de participer aussi à créer ce lien. Et je pense que c'est ça le rôle aussi des bailleurs sociaux. Donc évidemment, il faut derrière, à chaque fois, je ne dis pas on bricole, mais quand même un petit peu au niveau des financements pour trouver le demi-ETP qui va permettre de faire ce lien. Donc quand on l'intègre dès le départ dans un plan de financement, on y arrive, mais c'est plus difficile quand on embarque ça dans de la rénovation, dans des réhabilitations. Donc là aussi, je veux saluer tous les partenaires parce que c'est un travail qui est partenarial en fait d'arriver à créer ces offres. Alors dernière question pour clôturer cette séance inaugurale, peut-être votre relation avec les élus locaux. C'est-à-dire que là, vous avez parlé évidemment des besoins tels que vous les ressentez, tels qu'ils ont été exprimés par vos propres locataires, mais partout où vous êtes, et il y en a un certain nombre évidemment dans la salle, partout où vous êtes en relation avec des élus locaux, municipaux, PCI, métropole, etc. Voilà, un petit mot sur comment vous ressentez les besoins des collectivités locales, tels qu'elles peuvent vous les formuler, quelle relation vous avez avec les élus, quelle aide, quel soutien vous avez de leur part. Voilà, et puis un petit mot de conclusion en même temps, si vous avez un message particulier à passer par ailleurs. C'est une question assez compliquée parce qu'en réalité, déjà on a beaucoup de relations évidemment avec les élus locaux, mais sur ces questions-là, c'est très contrasté. Et y compris, on peut avoir des relations extrêmement fines et poussées, y compris pour porter des projets spécifiques. Je pense par exemple avec des départements qui ont par ailleurs une compétence sur ces publics très clairement, et d'autres collectivités où il ne va rien se passer. Donc c'est pour ça que je ne veux pas faire de généralité. Je pense qu'il y a plusieurs choses quand même aujourd'hui. En tout cas, nous, on essaie de travailler avec les élus locaux. La première, c'est quand même d'être conscient et que chacun regarde bien ensemble c'est quoi la population d'un territoire aujourd'hui
ses besoins, le type de famille. Ça va au-delà de la question des seniors. On a des discussions sans fin avec des élus locaux qui veulent des grands logements alors qu'il n'y a pas de familles qui ont 6 enfants. Et on doit encore aujourd'hui, moi il y a des élus qui me demandent des T5, T6, mais bon, on est d'accord Nadia ? Donc je pense qu'il y a une question d'accepter cette réalité-là et aussi de travailler finement sur les besoins d'un territoire. Et ça, on le fait. Alors, il y a quand même des partenariats énormes. Évidemment, les CCAS jouent un rôle essentiel, mais pas que. Il y a des collectivités qui ont développé des programmes pour nous pousser à faire des logements spécifiques. Il y a aussi des collectivités qui bénéficient en fait de ce que font certains bailleurs qui aujourd'hui ont généralisé l'idée de ce qu'on appelle l'allée vert. Hein. Ça, vous voyez très bien ce que c'est. Ce qu'on s'est rendu compte, et notamment au moment de la crise de l'énergie il y a 4 ans, c'est que dans le logement social, on connaît très bien nos locataires quand ils ont un problème. On connaît très mal en fait les locataires qui n'ont pas de problème, hein, parce qu'en fait, on vient surtout nous voir quand il y a un sujet, soit socialement, soit parce qu'on a un problème dans son logement. Et là, il y a beaucoup de bailleurs maintenant qui ont décidé de généraliser le fait d'aller rencontrer tous les bailleurs, par exemple, tous les locataires de plus de 75 ans, puis ils ont abaissé. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir au moins voir une fois en tête-à-tête son locataire et de faire avec lui un questionnement global. Ça va des problèmes sur le logement à vérifier qu'il a accès à tous les droits sociaux auxquels il peut prétendre. Et ça, vous voyez, c'est ce type de diagnostic qui est fait par le bailleur. Aujourd'hui, il peut être intéressant à partager avec notamment les CCAS quand on voit des situations très difficiles. On a par ailleurs des relations quand même vraiment fortes avec certains territoires qui nous demandent en fait de trouver des places en logement spécifique quand nécessaire. Mais parfois, on a aussi du mal à trouver le sujet. C'est pourtant absolument essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, une des difficultés, et vous avez vu là, enfin, on a surtout expliqué ce qu'on faisait, on a été très peu revendicatif parce que ce n'est pas tout à fait le lieu, mais sur ce sujet-là, moi, je pense qu'il y a 2 choses. D'une part, les bailleurs sociaux doivent absolument accentuer encore plus leurs efforts. Quand vous avez un tiers de vos locataires qui a plus de 65 ans, de toute façon, ça fait partie de vos sujets massifs de mobilisation et d'investissement. La question, c'est quel argent ? Et je vais juste vous donner un exemple. Nadia l'a très bien dit sur l'histoire du lien social. Le lien social, ça commence aussi avec le fait d'avoir du personnel de proximité, qu'on soit dans du logement accompagné ou dans du logement familial classique, et donc qu'on ait un gardien ou qu'on ait des équipes de proximité. Aujourd'hui, tout le monde nous pousse à avoir ces équipes-là. Certains ministres nous ont même dit qu'il fallait absolument respecter un décret ancien sur le personnel de proximité. Puis après, quand on est contrôlé par notre organisme indépendant de contrôle, qui est sous tutelle de Bercy et du logement, on a droit à des paragraphes entiers sur nos frais de gestion qui sont liés à un personnel de proximité trop important. Et ce n'est pas une blague, sinon c'est pas une seule fois, c'est tout le temps. Et donc, à un moment, donc c'est considéré comme un coût de gestion. Alors qu'en fait, ce personnel de proximité, qui en effet est un gardien, mais qui peut aujourd'hui faire des menus travaux, avoir en fait cette relation, et y compris, c'est souvent lui ou elle qui va voir des premiers signes avant-coureurs d'une dégradation chez certains locataires. Aujourd'hui, ce n'est pas reconnu comme un sujet. On est même en fait stigmatisé, pas encore sanctionné, mais dans des rapports, ça prend des places importantes, comme en fait un signe pour un bailleur social de mauvaise gestion. Et donc c'est assez paradoxal, surtout en fait dans l'habitat privé, ce qui est beaucoup reproché, c'est qu'il n'y a plus de personnel de proximité local. Et dernière chose sur les élus locaux, notre implication avec tout ce qui est régie de quartier, il y en a quand même beaucoup. Et ça, c'est aujourd'hui essentiel, même si il faut trouver aussi des moyens de leur garder des lots en fait, de contrats dans nos politiques d'achat, justement, qui sont parfois groupés au niveau national pour que les régies de quartier puissent intervenir. Pour moi, c'est essentiel pour répondre à ces questions-là. En tout cas, pour conclure là-dessus, vous dire qu'il y a un moment, il faut aussi qu'au niveau national, les choses soient assez claires sur ce qu'on veut faire en fait, sur ce public senior. On nous considère comme un acteur important de cette question. Mais il ne faut pas venir juste nous chercher pour financer les problèmes les plus spécifiques. Il y a un moment, il va falloir qu'on trouve les voies et moyens d'un accompagnement normal d'activité d'un bailleur social qui, je le rappelle, a des loyers sociaux qui sont totalement décorrélés du prix du marché, donc il faut bien les financer. Et de la même manière que sur les services qu'on peut proposer à nos locataires, on doit aussi sortir de
complexité réglementaire ultra pénible de savoir ce qu'on peut facturer ou pas. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est très important. Et aussi, et Myriam l'a dit, et moi, je pense que c'est essentiel, et c'est aussi ce discours-là que moi j'essaie d'avoir avec des élus locaux. S'occuper des seniors aujourd'hui dans le logement social, enfin, s'occuper des seniors dans leur logement, c'est évidemment avoir de l'offre adaptée dans le logement social, c'est aussi loger toutes celles et ceux qui travaillent pour les seniors. Nous, c'est notre clientèle, dans les actifs, c'est notre clientèle essentielle. Hein. Aujourd'hui, notre clientèle d'aide-soignante, et quand je dis ce n'est pas que dans la location d'ailleurs, c'est aussi dans l'accession à la propriété, mais loger ces publics qui sont en horaire contraint, très forte mobilité, salaire extrêmement faible et surtout avec une évolution extrêmement peu favorable, c'est essentiel. Et c'est d'ailleurs un débat qu'on a dans l'outre-mer, parce qu'en outre-mer, on a parlé de la Réunion, mais nous on est très inquiets sur le vieillissement accéléré, notamment en Martinique, où on manque vraiment d'une offre, y compris chez nous, logement social là-dessus. Mais développer cette offre, ça veut dire qu'on est capable de loger les jeunes actifs qui vont travailler envers ce public. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Donc c'est pour ça aussi que moi, j'essaie, c'est pas pour me défausser, hein, je dis ça, mais je pense essentiel qu'on ne fasse pas une politique logement que pour un public. Il faut qu'on regarde comment elle permet en fait d'aider en même temps différents publics qui ont des besoins cruciaux en matière d'accès au logement. Merci Emma, mais effectivement, l'auxiliaire de vie qui s'occupe d'une personne âgée à la Baule a du mal à habiter à la Baule. Et c'est un des vrais sujets d'aménagement du territoire qui se pose. Et puis si tu voulais passer un message à la ministre du Logement, certes elle est absente, mais dans la salle, je ne dirai pas où elle est pour ne pas la dénoncer, mais il y a la conseillère logement du cabinet, au cabinet de la ministre du Logement qui est parmi nous. Donc les messages seront, j'imagine, transmis. Myriam. Oui, bon, je crois que je l'ai suffisamment dit. Évidemment, les collectivités locales, les élus locaux sont... tout ça se construit avec eux et c'est vraiment extrêmement important. Je pense qu'ils ont aussi à cœur de fidéliser ce public sur leur territoire parce que ce public a un impact aussi dans la consommation extrêmement locale. Voilà, c'est un élément extrêmement important pour un territoire, pour la vitalité d'un territoire. Et en même temps, on voit bien que l'innovation sociétale, la diversité de structures qui peuvent être mises en œuvre, voilà, on part de certains territoires, de certaines envies. On n'est pas du tout en train de plaquer le même modèle sur tout le territoire national, mais plutôt d'essayer ici ou là des nouvelles expérimentations, quitte après à passer à l'échelle, évidemment. Donc ça, c'est un point pour moi extrêmement important. Je crois que ce qui est en vogue, si je pourrais parler comme ça, c'est vraiment les résidences intergénérationnelles. Et cette volonté, nous on le voit par exemple à Nogent-sur-Oise, on a une structure, le Coteau des Coquelicots, où vous avez au rez-de-chaussée une cantine et des activités périscolaires. Je pense que ça, c'est une manière aussi de construire la ville, ville amie des aînés. On voit de plus en plus de structures de ce type. On l'avait vu aussi, tu sais, à l'époque, on avait vu certaines structures EHPAD avec des crèches, etc. Mais je crois que c'est un élément extrêmement important parce que c'est aussi la manière de lutter contre une forme d'isolement et d'être dans cette transmission. Donc ça, c'est quand même un modèle qui est où il y a des fortes attentes des élus, même si, quand même, au moment des attributions, voilà, la question des attributions, voilà, c'est parfois complexe à gérer dans le temps. Et la gestion des attributions peuvent être complexes à cette occasion. Donc, la Martinique, c'est aussi une préoccupation, évidemment, pour CDC Habitat. Avec les SIDOM, nous sommes aussi très mobilisés en Martinique. En conclusion, peut-être, moi, ce qui me paraît... voilà, il y a plein d'innovations, il y a plein de choses qui sont en train de mise en œuvre. Il y a la question du passage à l'échelle, essentielle. Il y a la question, évidemment, du lien social qui peut être fait sur un territoire. Faut pas on n'est pas que sur du bâti. Tout ça se construit et la question du lien social. Et quand on parle des QPV notamment, on peut avoir des manques de financement. Donc la solidité de ces financements-là pour faire vivre un territoire est évidemment important. Il y a l'adaptation, les aides pour l'adaptation évidemment. Mais la question du public qui intervient, je reviens sur cette question-là, pour moi, elle est prioritaire et c'est vrai que toutes les structures d'habitat accompagné ou partagé qui permettent ce logement des intervenants, tout en respectant évidemment
voilà, ils ne sont pas en astreinte tout le temps. Voilà, en respectant évidemment leur temps de travail, me semble être un élément vraiment intéressant parce qu'il nous manque beaucoup de personnel, plus de 60 000 par an, et que c'est un élément évidemment d'attractivité de leur métier. Merci Myriam. Nadia. Bon, il me revient de conclure, si j'ai bien compris, Absolument. Luc. Donc, dire évidemment que le rôle des élus locaux il est fondamental. C'est eux qui font le terreau pour qu'on puisse aussi apporter des solutions. Donc, chez Action Logement, on a même construit un book de référence pour donner un peu tous les exemples d'habitats seniors qui peuvent être faits, donc des bonnes pratiques et qu'on peut du coup déployer sur les territoires. Peut-être retenir en conclusion, deux choses. Un, que les bailleurs sociaux, c'est des acteurs de la cohésion. Et puis deux, qu'il ne faut pas opposer les publics. Je pense que vous l'avez très bien dit toutes les deux. Il y a besoin aussi de loger ceux qui accompagnent les seniors. Ça, c'est important. Et même, je vais aller encore plus loin. C'est-à-dire, nous, chez Action Logement, cette année, on travaille sur accompagner aussi les aidants, les salariés aidants en entreprise. Parce qu'on a de plus en plus de salariés qui sont salariés dans leur entreprise et qui sont aussi aidants à côté. C'est presque un quart d'entre eux aujourd'hui. Et donc là aussi, pouvoir avoir un panel de solutions logement, soit pour rapprocher la personne âgée, soit pour eux, leur permettre de se relocaliser aussi proche de la personne aidée, c'est important. Donc je pense que acteurs de la cohésion et puis ne pas opposer les publics, c'est le cœur de nos métiers. En tout cas, moi, je me retrouve pleinement dans les propos qui ont été tenus. Puis bravo à vous d'organiser une telle journée. C'est très, très important, je pense, pour tous nos seniors et plus globalement pour la cohésion. Merci.